Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo pour les personnes qui nous rejoignent et un grand merci à ceux qui nous assurent périodiquement de leur soutien et de leur fidélité. Alors je souhaiterais évoquer aujourd'hui un rapport important et conséquent pour la bonne maintenance d'une société celtique, pour le bon ordonnancement de cette société. Car il dépend, cet ordonnancement, en grande partie, du bon rapport entre une reine et un roi. Pas de roi sans reine et pas de reine sans roi. Et c'est la reine qui détient la souveraineté si le roi est élu au sein de la société guerrière héroïque à travers les capacités qu'il a pu développer et démontrer au sein de cette classe. Il ne sera pas pour autant validé roi si la reine qui détient la souveraineté ne lui reconnaît pas les mêmes capacités, compétences, facultés pour régir au mieux le pays dont il va avoir la charge. Et de l'équilibre et de l'harmonie et de la cohésion entre le roi et la reine dépend tout simplement le bon ordonnancement de la société dont ils ont la régence. Si malheureusement les rapports, les relations entre le roi et la reine se disloquent, deviennent conflictuelles, cette disharmonie, ce déséquilibre au sein de la régence est de nature à affecter toute la communauté et tout le territoire régi. C'est-à-dire que on va à ce moment-là assister à des désordres qui sont liés et qui résultent de la discorde entre le roi et la reine, entre le souverain et la souveraine. Alors on voit combien cette charge-là royale est conséquente et importante, d'autant plus que le roi élu aura, lors de son mandat, à faire de sorte que justement son pays, son peuple, soit dans la paix, dans la sérénité, que la terre soit féconde, que les animaux soient nombreux, que la fécondité suive aussi cela, et donc que le pays ne soit pas soumis à des contingences, à des vicissitudes qui affectent grandement le peuple. Et si, pour certaines raisons, le roi n'obéit pas pour ce qui est en tout cas des guesses, c'est-à-dire des obligations qui lui sont faites, notamment par le druide, de se tenir dans certains aspects, de ne pas faire certaines choses, et s'il, en quelque sorte, désobéit au conseil du druide, il se met en situation lui-même de déséquilibre et de disharmonie avec de graves conséquences pour son peuple et tout son territoire. Et il aura peut-être même à payer de sa vie à une régence dissolue et une régence sous laquelle malheureusement la famine, l'épidémie, la guerre, tout cela sévit. Je ne sais pas si aujourd'hui on postulerait beaucoup pour une charge de régence, un postulat de pouvoir, en sachant que si on ne fait pas les choses comme elles se doivent d'être faites, on peut mettre sa vie en jeu. Mais c'était le cas dans ces périodes-là. Et donc le roi lui-même va devoir respecter des règles et observer scrupuleusement ces règles. Et il sera d'autant plus respecté, la reine aussi, et à partir du moment où effectivement il sera un bon roi. Un roi généreux, un roi qui sait aussi redistribuer les richesses dont il peut bénéficier par son mandat, et un roi qui sera aussi, s'il le faut,
mener à la bataille et faire en sorte de repousser les ennemis de ce peuple à travers sa bravoure et son courage. Donc on voit que ce n'est pas un mandat qui peut effectivement être particulièrement sollicité si on n'a pas les aptitudes pour pouvoir remplir toutes ces missions et toutes ces fonctions. Là encore, on a l'exemple précis, attesté, d'une relation entre humains qui, si cette relation est conflictuelle, antagoniste, affecte le bon ordre de l'univers. Il y aura toujours, et on trouvera toujours, cette idée que l'interdépendance est permanente et constante entre la vie des hommes et des femmes et la façon dont ils sont régis, et comment l'univers lui-même, les saisons, la nature, les cycles qui régissent tout cela, sont ou pas, seront ou non affectés par le comportement humain. Et ça me semble quelque chose de particulièrement conséquent et qui serait de nature à nous faire grandement réfléchir sur nos propres comportements actuels. Dans quelle mesure la façon dont nous nous comportons, dont nous agissons, dont nous entretenons des relations avec le vivant sous bien des formes, de quelle façon cela affecte ou pas l'environnement dans lequel nous nous trouvons et peut même nuire à cet environnement à travers des prédations, comme nous en connaissons malheureusement, et qui peu à peu, et par l'ampleur de celle-ci, mettent effectivement notre devenir en suspension, en interrogation en tout cas. Et cela avec toutes les conséquences que l'on peut supputer. Donc j'apprécie hautement que dans cette tradition, on ait ce sentiment très fort, très prégnant de co-appartenance ou d'interdépendance entre nous et le monde qui nous environne. Et je pense que si on était tous et toutes animés de ce même sentiment, nous ne serions pas dans l'état des êtres et des lieux que nous connaissons et nous n'aurions pas de grandes incertitudes sur le devenir humain et planétaire. Donc ce sont là des modèles qui, je l'espère, porteront à réflexion, à méditation. Et je pense aussi que nous ne saurions établir une société humaine différente de celle que nous connaissons, avec une vision et un regard sur le monde et les êtres et les choses différents de ce que nous connaissons, si nous n'avons pas cette conscience-là d'appartenir à un tout dont nous sommes le fragment, et que ce fragment est aussi l'ambassade de ce tout, et que ce tout entend être considéré et respecté dans l'anima même qui fait de ce vivant que nous sommes. Voilà une matière à réflexion et sur lequel j'espère et je vous souhaite que l'esprit fasse aussi sa part.